Ohayou gozaimasu, minasan. Bonjour à tous les amis, c'est John Shep, et non pas John Sheep. Et oui, je ne suis pas un mouton. Shep, en fait, ça vient de Shepard. Je vous invite d'ailleurs à taper John Shepard sur Google, et vous tomberez sur une série magnifique. Une série qui a bercé mon enfance, que je vous recommande de regarder d'ailleurs. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter une histoire d'horreur terrifiante. Après, est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que cette histoire est fausse? Eh bien, je vous propose qu'on en discute juste après l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter prend place en 1986. Annie et Jessica Andrew sont deux sœurs qui malheureusement ont perdu leur mère. Celle-ci est décédée d'un cancer. Leur père, Brian Andrew, s'est donc retrouvé seul pour élever ses deux filles. Et le truc, c'est qu'il a dû travailler encore plus qu'avant pour pouvoir payer les factures. Et il faut savoir également qu'il travaillait régulièrement de nuit. Bon, heureusement les deux filles sont adolescentes, donc elles étaient déjà assez grandes pour rester seules. Suite à la mort de leur mère, les deux filles ont été bouleversées. Leur mère leur manque terriblement, et c'est pour ça qu'elles ont fait des choses qu'elles n'auraient peut-être jamais dû faire. Bon, vous inquiétez pas, elles se sont quand même autorisées à vivre, hein, et heureusement. D'ailleurs, un soir, le téléphone de la maison a sonné. Annie a décroché le téléphone et au bout du fil, elle a un adolescent qui lui avoue qu'il a un crush sur elle. Cet adolescent n'allait pas dans la même école qu'elle, mais en fait, ils ont un ami qu'ils ont en commun. Un ami qu'il n'a pas arrêté de supplier pour qu'il lui donne son numéro de téléphone. Cet ami en commun a fini par céder et il lui a donné. Annie était plutôt contente qu'un garçon s'intéresse à elle. Elle s'est dit que peut-être qu'un petit copain est la solution pour qu'elle arrête de penser tout le temps à sa mère. Voilà, pour lui changer les idées. Donc elle a accepté de discuter avec ce garçon, ils ont parlé pendant à peu près 2 semaines, et un jour, celui-ci lui a proposé un rencard. Alors, vous imaginez pas un dîner aux chandelles, hein. Il lui a tout simplement proposé d'aller manger une glace. Annie a bien sûr accepté, elle a vraiment hâte de rencontrer cet adolescent. Cet adolescent, qui s'appelle Daniel, s'est présenté devant sa porte. Annie a été un petit peu déçue parce qu'en fait, il lui avait dit qu'il était musclé, qu'il était blond, bref, que c'était un véritable beau gosse, et au final, c'est un adolescent maigre avec les cheveux noirs. Bon, elle est quand même allée à ce rendez-vous, ça s'est super bien passé, mais Annie a trouvé que le courant ne passait pas plus que ça, donc elle a préféré en rester là. De toute façon, si elle s'est intéressée à ce garçon, c'était surtout pour arrêter de penser à sa mère. Bref, les jours sont passés et les deux sœurs se sentaient toujours aussi seules parce que leur père était rarement là. Donc, pour essayer de combler ce vide, un soir, alors qu'elles étaient seules à la maison, elles ont décidé d'essayer de communiquer avec leur mère en utilisant une planche de Ouija. Donc elles sont allées au sous-sol, elles ont allumé des bougies, elles ont commencé une sorte de séance, mais rien. La planchette n'a pas bougé. Donc elles ont décidé d'en rester là, elles ont tout rangé et elles sont allées se coucher. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses dans la maison sont devenues très bizarres. Alors qu'elles essayaient de s'endormir, elles ont entendu un bruit de tapotement qui semblait provenir de quelque part dans la maison. Donc elles se sont levées pour aller voir, elles ont regardé un petit peu partout, mais tout semblait normal. Elles n'ont pas réussi à expliquer d'où provenait le bruit qu'elles ont entendu. Encore une fois, leur mère leur manquait terriblement, donc elles se sont dit ça a marché en fait. C'est maman qui essaye de communiquer avec nous. Donc elles se sont mises à poser des questions que vous pouvez imaginer, du genre est-ce que c'est toi maman? Est-ce que tu veilles toujours sur nous? Elles ont entendu les bruits de tapotement recommencer pendant un certain temps, puis plus rien. Ils se sont arrêtés. Lorsque leur père, Brian, est rentré à la maison ce soir-là, les filles étaient toutes contentes, elles lui ont tout raconté, comme quoi elles ont réussi à communiquer avec leur mère en utilisant la planche de Ouija. Brian, lui, il rentre du travail, il est crevé, il est encore en deuil. Il comprend que leur mère leur manque terriblement et c'est pour ça qu'elles ont besoin de croire à ce côté paranormal, qu'il y a toujours leur mère quelque part qui veille sur eux, mais ils n'y croyaient pas. Donc il leur a dit ok les filles, mais on va se coucher. Et donc ils sont allés dormir. Au fur et à mesure que les jours passent, l'activité paranormale de la maison a empiré. Les bruits de tapotement qu'elles entendaient pendant la nuit étaient plus fréquents et ils étaient plus forts. Ça les empêchait de dormir, elles étaient effrayées. En rentrant de l'école, elles ont aussi trouvé des meubles et des objets qui ont été déplacés. Tout cela commençait vraiment à les terrifier et donc elles se sont dit que ça ne pouvait pas être leur mère parce que leur mère ne s'amuserait pas
à leur faire peur de cette façon-là, elles se disent que peut-être qu'elles ont attiré un esprit malveillant la dernière fois qu'elles ont utilisé la planche de Ouija. Ce qu'il y a d'encore plus bizarre, c'est que toute cette activité paranormale survenait lorsque leur père n'était pas à la maison ou lorsqu'il était en train de dormir. Alors bien sûr, Annie et Jessica ont expliqué à leur père ce qui les terrifiait, comme quoi depuis qu'elles ont touché à la planche de Ouija, eh bien il y a plein de phénomènes étranges qui se passent dans la maison, mais leur père ne les croyait pas, parce qu'en fait à aucun moment il n'a été témoin d'un phénomène paranormal. À chaque fois qu'il rentrait du travail, la maison était normale, et à chaque fois qu'il allait se coucher, il n'entendait pas des bruits chelous pendant la nuit. Donc vraiment pour lui, tout ça c'était dans la tête de ses filles qui avaient du mal à faire leur deuil, et donc c'est pour ça qu'il a commencé à envisager l'idée à ce que ses filles aillent voir un thérapeute pour les aider. Pour le coup, ça a été très frustrant pour les filles parce qu'elles sont effrayées par quelque chose et leur père ne les croit même pas. Un soir, alors que les deux filles étaient de nouveau seules à la maison, elles ont entendu les mêmes bruits de tapotement, mais qui semblaient provenir cette fois-ci du sous-sol. Donc, Annie a attrapé un couteau de cuisine pour se défendre au cas où. Bon, contre un fantôme, je suis pas sûr que ça serve. Et avec sa sœur à ses côtés, elles ont descendu les escaliers pour aller au sous-sol. Une fois en bas, les bruits de tapotement se sont arrêtés. Elles ont regardé, mais elles n'ont rien vu de spécial. Donc, elles se sont dirigées vers les escaliers pour remonter au rez-de-chaussée. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont vu, sur le mur du sous-sol, un message qui était écrit avec ce qui ressemble à du sang. Sur ce message, il était écrit « Je suis dans ta chambre, viens me trouver ». Annie et Jessica étaient terrifiées, elles ont remonté les escaliers en criant de peur, elles sont sorties de la maison, elles ont couru chez leur voisin les a laissées entrer et il a ensuite appelé Brian. Il a appelé leur père. Brian a donc dû quitter le travail un petit peu plus tôt et lorsqu'il est arrivé à la maison, il est allé voir avec ses filles ces fameuses écritures au niveau du sous-sol et il a vu qu'elles étaient écrites avec du ketchup. Bon, Brian à ce moment-là, il était convaincu que toute cette soi-disant activité paranormale qui se passe dans la maison n'était qu'autre qu'Annie et Jessica qui avaient besoin de l'attention de leur père, vu qu'il était rarement à la maison. Il comprend que leur mère leur manque, qu'elles ont besoin de faire leur deuil, mais là, au point de détériorer les murs de la maison, c'est un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase et il a pris la décision qu'elles aillent à présent voir un thérapeute pour les aider. Bref, 15 jours plus tard, il ne s'est plus rien passé. Pendant 15 jours, il n'y a plus eu aucune activité paranormale dans la maison. Mais malheureusement, le calme n'a pas duré longtemps. Un autre jour, alors que les deux filles étaient de nouveau seules à la maison, elles ont encore une fois entendu les mêmes bruits de tapotement, mais qui semblaient provenir cette fois-ci au niveau de la chambre d'Annie. Donc, de la même manière que pour la fois précédente, Annie s'est armée d'un couteau de cuisine et avec sa sœur à ses côtés, elles ont monté les escaliers. Elles sont entrées dans la chambre d'Annie pour y découvrir avec horreur un nouveau message écrit sur le mur. Un message qui disait « Je suis de retour, trouvez-moi si vous le pouvez ». Encore une fois, les deux filles sont sorties de la maison en courant. Elles ont couru chez leur voisin. Leur voisin a de nouveau appelé Brian. Cette fois-ci, Brian était vraiment furieux parce qu'il a dû encore une fois quitter le travail pour s'occuper des histoires folles de ses filles. Lorsqu'il est arrivé à la maison, cette fois-ci, il est rentré seul à l'intérieur parce que ses filles n'osait même pas le suivre. Il a monté les escaliers, il est entré dans la chambre d'Annie et il a directement vu les écritures sur le mur qui était juste en face de lui. Il a vu encore une fois que ces écritures étaient écrites avec du ketchup, mais il a découvert un autre message que ses filles ne lui avaient pas mentionné au téléphone, un message qui disait « Épouse-moi ». Au même moment, Brian a vu du mouvement dans le coin de son œil. Il a tourné la tête et de l'autre côté de la pièce, il a vu un adolescent maquillé avec une perruque blonde. Cet adolescent porte la robe de mariée de sa femme décédée avec dans sa main une hachette. L'adolescent s'est précipité vers Brian. En fait, il a essayé de le contourner pour prendre la fuite. Brian a essayé de l'attraper, mais en même temps, il était armé d'une hachette, donc il n'a pas trop cherché non plus. L'adolescent est sorti de la chambre d'Annie. Brian, lui, il était choqué. Ça lui a pris quelques secondes pour réaliser que il y avait un ado dans la chambre de sa fille avec une hachette. Et après avoir réalisé tout ça, il est sorti de la chambre d'Annie pour chercher le gamin, mais il a disparu. Il est introuvable. Brian n'a pas compris comment cet adolescent a pu s'échapper aussi vite de sa maison, comment est-ce qu'il a pu disparaître comme ça en un rien de temps, et donc il a immédiatement appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont fouillé toute la maison, et c'est en fouillant la chambre d'Annie que l'un des officiers de police
a découvert une plaque en bois qui se trouvait juste derrière son placard. Les policiers ont enlevé cette plaque en bois et ils ont découvert un passage qui mène vers le vide sanitaire de la maison. Et dans ce passage, ils ont trouvé cet adolescent qui s'appelle Daniel Laplante. Annie le reconnaît parce que c'est avec cet adolescent qu'elle est sortie au tout début de cette histoire. Dans le vide sanitaire, les policiers ont trouvé un sac de couchage, des vêtements, de la nourriture. Et en fait, depuis ce passage, ils pouvaient accéder à tous les espaces vides de la maison. Ils pouvaient se faufiler entre les murs. Et en fait, ils s'amusaient tout simplement à terrifier les deux filles, vu qu'ils savaient qu'elles avaient récemment perdu leur mère. Daniel Laplante a été arrêté. Il a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs, dans lequel il y est resté 10 mois. Il a ensuite été transféré au tribunal pour être jugé. Et vu qu'il était mineur, eh bien, il est très vite sorti de son centre de détention. Alors, l'histoire que je voulais vous raconter s'arrête ici, mais l'histoire de Daniel Laplante, elle, n'est pas finie. Du coup, est-ce que l'histoire que je viens de vous raconter est vraie? Eh bien, en fait, sur Internet, il est écrit que parfois, la vérité est plus étrange que la fiction. Donc j'ai l'impression que sur Internet, ils partent du principe que cette histoire est vraie et qu'elle est vraiment arrivée. Et pourtant, dans mes recherches, j'ai consulté des dizaines et des dizaines de sources différentes sur Daniel Laplante. À chaque fois, je suis tombé sur cette histoire, mais à chaque fois, il y avait des détails qui changeaient dans l'histoire, du genre c'est un petit peu flou, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est pour ça en fait que je pense que les faits de cette histoire sont vrais, c'est-à-dire que Daniel Laplante s'est vraiment introduit dans la maison de ces deux petites filles pour les effrayer, parce qu'il savait qu'elles avaient perdu leur mère récemment. Par contre, je pense que l'histoire que je viens de vous raconter a complètement été modifiée, amplifiée et tout ce que vous voulez pour la rendre meilleure. Parce que, je sais pas vous, mais l'histoire est beaucoup trop parfaite, elle fait beaucoup trop peur, j'y crois pas. Il y a aussi cette possibilité que cette histoire soit une légende urbaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, lorsque Daniel Laplante était adolescent, il avait pour habitude de s'introduire dans les maisons de son voisinage pour voler. Mais il faisait pas que voler en fait, il s'amusait également à déplacer certains meubles dans la maison. Il ajoutait aussi des objets qui n'appartenaient même pas au propriétaire pour montrer qu'il est évident qu'une personne s'est introduite chez eux. Voilà, en fait, c'était un jeu pour lui. Et donc peut-être qu'un jour, il y a des narrateurs qui ont été inspirés par son passé et ils ont voulu créer une histoire complètement terrifiante, complètement folle autour de lui, et peut-être qu'ils ont ensuite publié cette histoire comme étant comme vraie sur Internet. On ne sait pas, tout est possible. Ce qui est sûr à 100% par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une fois que Daniel Laplante est sorti de son centre de détention pour mineurs, il a continué de s'introduire dans les maisons de son voisinage pour voler, mais cette fois-ci, il a arrêté tous ces jeux de fantômes. En fait, il est passé aux choses sérieuses, il a volé des armes de poing. Et ensuite, le 1er décembre 1987, il s'est introduit dans la maison de la famille Gustafsson et il les a assassinés. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas quelque chose que j'aime bien partager. Donc voilà les amis, c'était pour ce meurtrier du nom de Daniel Laplante. Au final, que cette histoire soit vraie ou qu'elle soit fausse, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'il y a toujours ce doute justement où on sait pas. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Et c'est ça en fin de compte qui nous fait un petit peu peur. C'est ça qui nous fait frissonner. Bref, faut vraiment que j'y aille, donc n'hésitez pas à me défoncer cette barre de like parce que j'ai vraiment galéré pour vous raconter cette histoire en fait. Donc un petit peu plus de like que d'habitude, ça ferait plaisir. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!